Bien, bonjour à tous. Voilà, bienvenue donc à tous les participants de cette première conférence de la JAP, donc Journée académique de la pédagogie 2021. Alors, je voudrais commencer par remercier tous nos partenaires et qui ont donc, grâce à leur contribution, rendu possible, entre autres, la retransmission des deux conférences qui vont se dérouler aujourd'hui. Donc, je voudrais citer donc Campus des métiers et des qualifications d'excellence, la MAIF, la MGEN et le réseau Canopé. Voilà, donc nous sommes ravis, Sabine et moi, de vous présenter le premier conférencier, André Tricot. Alors, quelques mots pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc, André Tricot est professeur donc, en psychologie cognitive à l'université Paul Valéry de Montpellier et chercheur au laboratoire Epsilon. Il s'intéresse aux relations entre les mémoires naturelles et artificielles et essaie de comprendre comment la conception d'une mémoire artificielle, un document, peut aider la mémoire naturelle au lieu de la surcharger. Voilà, donc le thème, l'intitulé de cette première conférence d'aujourd'hui est donc la pédagogie de projet et l'approche par compétences bénéficient-elles des apports du numérique? Donc avec Sabine, nous allons animer la conférence et nous vous invitons au fur et à mesure donc de son déroulement à saisir vos questions dans le chat que vous devez voir normalement sur la partie droite de l'écran. Et donc nous aurons un grand plaisir à relayer toutes ces questions à André Tricot, à qui je laisse maintenant la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré par votre invitation. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à me retrouver avec vous. J'aurais bien entendu préféré être présent physiquement, mais ça n'est pas possible. De retrouver l'académie dans laquelle j'ai fait une grande partie de mes études, c'est toujours vraiment avec beaucoup de plaisir, et de retrouver aussi Sabine Martin, où nous sommes connus dans une autre académie, celle de Toulouse. Donc voilà, j'ai l'impression d'être avec des amis aujourd'hui, et c'est un bon moment, j'espère, que nous allons passer ensemble. Donc je vais essayer de répondre à la question que les organisateurs m'ont proposé de traiter. La pédagogie de projet et l'approche par compétences bénéficient-elles des apports du numérique? Et ce que je vais vous présenter, c'est bien entendu une certaine façon de répondre à cette question qui est centrée sur un bilan des recherches empiriques, et uniquement des recherches empiriques. Et parmi les recherches empiriques, c'est même des recherches de type expérimental, où on essaye d'évaluer l'apport d'un outil numérique en comparant des élèves qui apprennent une connaissance avec cet outil et d'autres élèves qui doivent apprendre la même connaissance dans les mêmes conditions de temps, notamment, sans cet outil. Quand on compare ces outils numériques pour apprendre à des situations dans lesquelles les élèves doivent apprendre la même chose sans ces outils numériques, et qu'on fait un bilan des recherches, parce que vous vous doutez bien que sur des questions comme ça, on est à plusieurs milliers de publications chaque année. On a très tôt, dès le début des années 1990, des méta-analyses, c'est-à-dire des compilations de ces études où on mesure l'effet moyen en faveur du numérique obtenu dans les études empiriques. Globalement, au début des années 90, c'est on ne peut pas conclure. Ça dépend des outils, ça dépend des élèves, ça dépend des contenus enseignés. Plus récemment, se sont développées des méta-analyses de second ordre, c'est-à-dire des méta-analyses qui portent sur les méta-analyses, puisque là, dans les années qui nous intéressent, on est à plusieurs dizaines de milliers de publications qu'on peut analyser. On a généralement un effet positif en faveur des situations avec outils numériques, mais cet effet est modéré et modeste quand on calcule une taille d'effet. Pour juger qu'un effet est important, il faut être sur des valeurs qui sont à partir de 0,5, 0,6, là à 0,3, on est typiquement dans un effet modéré.
Mais une publication ancienne de 2001 de Erika de Vries disait déjà à l'époque que si on veut comprendre euh, euh, les plus-values des outils numériques pour l'apprentissage, il vaut mieux prendre une approche centrée sur les fonctions pédagogiques, c'est-à-dire sur un triplet entre l'outil, la fonction pédagogique, c'est-à-dire à quoi il sert du point de vue de l'enseignement, et la tâche qui est donnée aux étudiants et aux élèves. Et dans ces conditions, on peut examiner la littérature et voir un peu plus clair que ça dépend, ou un peu plus clair que on a un effet positif, mais il est quand même modéré. Et d'ailleurs, 17 ans après le papier d'Erika de Vries, une synthèse rédigée par des collègues canadiens sur le sujet de l'apport du numérique disait que l'une des conclusions, probablement la plus importante de toutes ces méta-analyses qui ont été publiées, c'est que si on veut comprendre l'apport du numérique, il faut se centrer sur la pédagogie beaucoup plus que sur la technologie. Donc, je vais essayer, dans un premier temps, de prendre quelques exemples d'apport du numérique pour bien montrer l'importance de, de la prise en compte des fonctions pédagogiques euh, pour comprendre les apports du numérique avant de traiter de la pédagogie de projet et de l'approche par compétences. Par exemple, si on prend la fonction la plus élémentaire, présenter de l'information, c'est-à-dire que voilà, les élèves sont censés traiter une information dans un cours, dans l'étude d'un discours, ce qu'on appelle les situations passives, ce qui est totalement faux. Hein. C'est pas parce que les élèves sont passifs physiquement qu'ils sont passifs cognitivement. On peut être extrêmement actif cognitivement sans que notre corps bouge. Donc, c'est les fonctions diaporama, vidéo, documents multimédia, etc. Quand on s'intéresse à cette fonction, on voit des plus-values évidentes. Hein. C'est que certains outils numériques permettent de représenter, en sciences physiques par exemple, ce qu'on ne savait pas représenter avant. On a un effet très important qui est que l'enrichissement des informations avec ces outils présente le risque de saturer la présentation visuelle ou auditive, de sorte que, en voulant faire plus pour les élèves, on fait juste plus difficile pour eux. Mais les auteurs montrent que les outils numériques, notamment dynamiques, permettent par l'intégration spatiale et temporelle des informations de résoudre ces problèmes. Il permet, le numérique aussi, de favoriser l'interaction avec les contenus, mais ce faisant, il est plus exigeant puisque les élèves, dans une situation où ils doivent traiter une information de façon interactive, ils doivent prendre des décisions, ils doivent établir la cohérence d'un parcours de lecture qui leur est personnel et non pas celui qui est imposé par leur professeur, ce qui rend bien entendu l'apprentissage plus efficace. Il y a aussi des travaux très intéressants sur les sommaires interactifs, sur ce qui permet de naviguer librement dans une information qui est présentée, qui permet d'améliorer la compréhension, mais surtout chez les élèves novices, hein, ceux qui ont peu de connaissances dans le domaine. Si je prends une autre fonction complètement différente, la lecture et la compréhension de texte, ou l'apprentissage de la lecture, on voit là des plus-values et des limites qui ont bien peu de rapport avec celles que je viens d'évoquer. Pour les tâches de lecture, on voit assez systématiquement dans la littérature que c'est plus exigeant pour les élèves de lire le même texte sur écran que sur papier.
Euh, mais cet avantage du papier sur le numérique est obtenu quand le temps de lecture est contraint. Quand on ne contraint pas le temps de lecture, on perd cette différence entre les deux. Le niveau de compréhension est le même, mais la lecture est plus lente sur écran. Un résultat dans cette analyse de la littérature de 2018 que je trouve particulièrement intéressant est que on obtient aussi des différences en fonction du genre de texte qui est considéré. Par exemple, une différence en faveur du papier sur l'écran est obtenue avec les textes informatifs, alors qu'elle n'est pas obtenue avec les textes narratifs. Et les auteurs font l'hypothèse que si on a ce résultat, ou qui dépend du genre, c'est peut-être parce que avec les textes narratifs, nous avons développé au cours des 20 dernières années des habitudes de lecture de textes de presse qui sont des habitudes de lecture, on va dire, beaucoup plus superficielles. On lit beaucoup plus d'articles, mais moins longtemps. Alors que avec les textes narratifs, la lecture de romans, par exemple, n'a pas changé. Nous lisons sans doute un roman aujourd'hui comme nous le lisions il y a 20 ans ou 30 ans, ce qui expliquerait, selon les auteurs, cette absence de différence. En revanche, quand on s'intéresse aux textes non linéaires, aux hypertextes, on constate, donc qui sont souvent présentés sur numérique, une compréhension qui est systématiquement dégradée ou plus exigeante, selon le niveau des élèves, par rapport à la lecture de textes linéaires traditionnellement présentés sur papier. Je change encore, on va partir sur les documents sonores. Euh, Par exemple, une tâche d'écoute d'une œuvre musicale, d'un texte, d'un texte lu, hein, donc entendu par les élèves en langue étrangère, par exemple pour une tâche de compréhension orale, pour une tâche de description, pour une tâche de traduction, etc. Toutes ces activités montrent d'abord, et c'est important, un effet de l'information transitoire. Le fait de donner un texte à écouter plutôt que de donner le même texte à lire fait que, alors que la lecture permet à chaque lecteur de réguler le rythme auquel on lit, c'est-à-dire le rythme auquel on encode les mots du texte, le texte écouté, le fichier sonore, ne permet pas cette régulation, c'est un flux continu d'informations. Et il est beaucoup plus difficile donc d'arrêter son écoute, par exemple parce qu'on vient de lire un passage, on vient d'écouter un passage difficile, de revenir en arrière, de réécouter 2 fois un passage particulièrement exigeant, alors que c'est ce que font beaucoup de lecteurs de façon spontanée dans une tâche de lecture. Et donc, paradoxalement, c'est un effet qui est aussi obtenu avec les vidéos. Parfois, il est plus exigeant d'écouter un document sonore, de regarder une vidéo, que de lire le texte correspondant ou de regarder les images, une succession d'images fixes qui correspondraient. Bien entendu, la solution consiste à dire, pour ces documents sonores, on peut donner aux élèves la possibilité de faire des pauses, de revenir en arrière, c'est-à-dire de réguler le flux d'informations par eux-mêmes. Et là, on constate dans plein de domaines, par exemple l'écoute de textes sonores chez des élèves dyslexiques, l'écoute de documents sonores en langue étrangère chez des collégiens et des lycéens, on obtient à peu près toujours le même résultat. Les élèves les plus avancés, ceux qui n'ont aucune difficulté, bénéficient de cette possibilité de faire des pauses. Ils utilisent la possibilité de revenir en arrière et sont plus performants quand on compare l'écoute d'un document sonore de façon autonome, c'est-à-dire régulée par eux-mêmes avec ces pauses et ces retours en arrière, que quand on leur empêche cette régulation ou quand on leur impose une façon d'écouter le document sonore. Quand on fait la même condition chez des élèves en difficulté,
qui ont un faible niveau en langue étrangère, par exemple, ou qui sont en difficulté de lecture pour des élèves avec dyslexie, en CM2 par exemple, on constate que le même document sonore est beaucoup plus difficile à réguler pour les élèves qui sont en difficulté. Les décisions de prendre des pauses sont beaucoup moins nombreuses, ou alors elles se font à la fin de chaque mot, rendant la compréhension à peu près impossible. Et donc, pour la même tâche, écoute d'un document sonore pour le comprendre. Avec un même outil, un lecteur MP3 et la possibilité de réguler, vous obtenez, selon le niveau des élèves, un effet d'émancipation ou un effet de double peine. C'est peut-être pour ça que la littérature sur les effets du numérique, et c'est pour ça que mon introduction est si longue, c'est pour ça que la littérature sur les effets du numérique, elle doit être faite de façon précise, méticuleuse. On ne peut pas tirer des grandes conclusions. Il faut s'intéresser donc à des fonctions pédagogiques précises, à des outils précis, dans des tâches précises pour des élèves avec des caractéristiques. Enfin, et pour finir cette très longue première partie, je vais aller sur les vidéos et les animations. Donc, bon, animation, on est plus sur des représentations, on va dire, virtuelles, abstraites, alors que vidéo, on est en concret. Voilà, on apprend un fait, on a une connaissance factuelle, un concept, un geste, un mouvement, et bien entendu, toutes les combinaisons possibles. Les vidéos et les animations, c'est un autre domaine qui est absolument fascinant. On a dans la littérature identifié depuis une bonne quinzaine d'années ce double effet des vidéos. Une vidéo peut produire un effet, en gros, où l'élève se trouve submergé d'informations. Il y a trop d'informations, ça va trop vite, on n'a pas le temps de tout traiter dans ce flux continu d'informations. Mais des recherches, toujours sur l'effet des vidéos, produisent l'effet qui est en gros l'effet opposé. La vidéo peut produire parfois un effet, une fausse impression de facilité. J'ai pas cet effort à faire que j'ai à faire dans la lecture, par exemple. Je peux me contenter de regarder, laisser les images défiler et donc être moins attentif, mobiliser moins de ressources cognitives pour apprendre. Et donc, vous voyez, le même support, la vidéo, peut produire un effet où on se sent submergé et un effet où, en gros, on est sous-investi à cause de ce support. Après, la littérature sur l'effet des animations ou des vidéos sur les apprentissages est bien entendu pléthorique. On obtient des résultats qui sont absolument fascinants. C'est en gros l'effet des vidéos pour des apprentissages de type compréhension est positif mais modéré. Il est plus important quand la vidéo a été construite essentiellement pour produire un effet de réalisme et il est franchement fort, c'est un effet très positif quand la vidéo est utilisée pour apprendre un geste, pour apprendre une procédure, pour apprendre à réaliser une succession de mouvements où là, il n'y a pas photo. Et 10 ans après la méta-analyse de 2007, les collègues suisses à Genève ont refait la même méta-analyse et ont produit le même résultat. C'est quand on est du côté de la compréhension, l'effet moyen est positif mais faible. C'est surtout du côté des apprentissages procéduraux qu'on obtient des effets, des effets positifs, des apprentissages gestuels. Et d'ailleurs, sur les vidéos, Bernet et Betrancourt ont obtenu aussi un résultat sur les pauses imposées ou les pauses à discrétion des élèves qui est similaire à celui qui a été obtenu sur les documents sonores.
Donc, je voudrais aller très rapidement pour vous présenter un exemple d'expérience, juste un. Une étude qui a été faite récemment sur un cours en sciences et qui, alors qu'elle a été publiée en 2019, je trouve, fait écho à la situation que nous vivons actuellement. Donc, les cours sont mis à disposition sous la forme de vidéos. Les étudiants, en gros, sont obligés de suivre les cours, mais ils ont le choix chez eux en vidéo ou venir à la fac pour suivre les cours. Les résultats montrent que beaucoup choisissent la vidéo et parmi ceux qui choisissent la vidéo, quand on regarde quand ils se sont logués, en fait, ils se sont jamais logués. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils préféraient étudier en vidéo pour en fait rien étudier. D'autres étudiants viennent en cours physiquement et utilisent les vidéos en complément du cours physique, notamment au moment des révisions. Et bizarrement, ces étudiants, les derniers que je viens d'évoquer, ont des très bonnes notes, alors que les premiers ont de très faibles performances. Vous voyez, encore une fois, le même outil mis à disposition des élèves peut produire le meilleur et le pire selon le choix que les étudiants ont fait et les stratégies qu'ils ont mises en œuvre. Voilà, donc pour faire un bilan de cette première partie de ma présentation, il y a des fonctions pédagogiques dans lesquelles, en l'état actuel des connaissances, on a des effets moyens qui sont en faveur des outils numériques par rapport à l'existant préalable. Il y a d'autres fonctions pédagogiques dans lesquelles on a un effet mesuré qui est positif, mais plutôt limité. On a une troisième catégorie où, pour l'instant, on n'a pas d'effet positif à tester, mais bien entendu, il est tout à fait possible que dans 5 ans, que dans 10 ans, on soit capable de mesurer des effets. Pour l'instant, la littérature ne le permet pas. Et enfin, il y a des fonctions pédagogiques pour lesquelles, à l'heure actuelle, la plupart du temps, les effets mesurés sont négatifs, sont en défaveur du numérique. Mais là, bien entendu, encore une fois, ça va peut-être changer dans 5 ans, peut-être changer dans 10 ans. C'est l'état actuel des connaissances, on va dire, en 2020-2021. Voilà, si il y a des questions. Donc oui, effectivement, André, il y a déjà des questions. La situation sanitaire actuelle a conduit évidemment beaucoup d'enseignants à proposer des contenus sous forme numérique. Et donc il y a quelques conseils qui transparaissaient dans ce que tu as présenté. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres conseils, puisque effectivement ils ne peuvent pas se résumer aux apports procéduraux dans ce qu'ils proposent à distance à leurs élèves. Donc finalement, est-ce qu'il y aurait des conseils pour accompagner l'appropriation et la compréhension des supports numériques par leurs élèves à distance? Merci pour cette question. Effectivement, ça c'est un résultat dans la littérature sur l'enseignement à distance avant le confinement, puisqu'il y a énormément de littérature sur numérique et enseignement à distance, montre que les plus grandes plus-values des outils numériques au service de l'enseignement à distance sont plutôt, paradoxalement, pour les temps asynchrones, c'est-à-dire pas pour les moments où on est en relation directe, en même temps avec les élèves, mais plutôt pour les moments où, en gros, on leur donne un travail et ils vont réaliser ce travail avec tel ou tel outil. Après, voilà, il y a 3 grands domaines dans lesquels il y a des plus-values du numérique. Bien entendu, celui-là, enrichir les interactions entre ceux qui a à apprendre et les élèves dans le cadre du travail asynchrone. Le deuxième grand apport du numérique dans l'enseignement à distance, encore une fois, avant le confinement, là je fais l'état de la littérature avant le confinement, c'est tout ce qui facilite les interactions entre élèves et le travail coopératif à distance en dehors de la classe. C'est le deuxième point et donc arrive seulement en troisième position, on pourrait dire, tous ces outils qui favorisent la communication directe entre élèves et professeurs, puisque, comme chaque enseignant le sait, et chaque enseignant en a fait la
cruelle expérience pendant le confinement, les logiciels de classe virtuelle, de visioconférence, etc., nous rendent bien entendu d'immenses services, mais ils détériorent tellement la communication non verbale, notamment le fait de repérer les expressions de visage des élèves, les hochements de tête des élèves, l'implication, la mobilisation des élèves, que on obtient souvent des résultats très décevants quand on compare à une situation d'interaction en direct dans la classe. Alors, André, une question j'ai même deux questions qui visent le premier degré, et la première concerne ce que tu as évoqué à propos justement des apprentissages liés à la vidéo. Alors, question, est-ce que apparemment le travail a été fait s'agissant des lycéens, des étudiants, est-ce qu'on a des études sur ces apprentissages pour le premier degré? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Et notamment, enfin, pour ceux que je connais en tout cas, il y a beaucoup d'études sur les premiers apprentissages en sciences avec les vidéos et avec les simulations, notamment en sciences de la vie et sciences de la Terre d'ailleurs aussi, en géologie. Il y a des très très beaux trucs sur la formation des volcans, sur la formation des orages, etc. Et il y a énormément de travaux sur l'utilisation des vidéos. Voilà, on va dire les travaux pionniers essentiellement en sciences, avec des grandes plus-values et la prise de conscience que concevoir une vidéo ou une animation, c'est pas si simple que ça, et que c'est un métier de concevoir une vidéo ou une animation comme support d'enseignement, qu'il faut beaucoup guider l'attention des élèves dans une vidéo. Nous, on est experts. Nous, on sait ce qu'on montre. Et donc, on sait où regarder et quand regarder. La principale difficulté quand on conçoit une vidéo pour des élèves, c'est de guider leur attention et synchroniser ce qu'on dit et ce qu'on montre. En gros, ce qu'on fait très, très bien au tableau, ce qu'on fait très, très bien en classe, ce qu'on fait sans doute automatiquement, sans même y faire attention, synchroniser ce qu'on dit et ce qu'on montre. Quand on passe à la vidéo, c'est un travail extrêmement précis. Mais oui, il y a pléthore de travaux depuis très longtemps, en fait, depuis une trentaine d'années. Et du coup, la deuxième question pour le premier degré, c'est plutôt sous la forme d'une interpellation. Est-ce qu'il faudrait justement apprendre dès le plus jeune âge aux enfants à interagir avec ces documents numériques et ces différents supports? Ah, c'est une très très bonne question. J'aimerais être affirmatif. J'aimerais être affirmatif. Je crois que nous, ça fait une quinzaine d'années qu'on s'est dit, mais en fait, c'est là-dessus qu'il faut foncer et il faudrait vraiment qu'on sache exactement comme dans plein de domaines, on a montré l'efficacité de consignes métacognitives dans le domaine des apprentissages scolaires. Ces consignes métacognitives, quelles questions il faut se poser, comment on doit réguler son apprentissage, etc., devraient pouvoir être faits dans le domaine des outils numériques. De façon théorique, j'ai envie de répondre oui, bien sûr, ça doit marcher. Après, quand on regarde la littérature empirique aujourd'hui sur ce sujet, il faut bien dire qu'elle est un peu faible. Il y a beaucoup moins de publications dans ce domaine que dans d'autres, alors que oui, je crois que c'est extrêmement porteur comme perspective. Très bien. Sabine? Bien. Il y a énormément là Oui, elles arrivent en avalanche là. Les supports vidéo vraiment font beaucoup réagir. Il y a beaucoup de questions. Et il y en avait une notamment là qui arrivait sur l'apprentissage avec la vidéo accompagnée d'un questionnaire avec feedback proche finalement de ce que l'élève pourrait avoir avec l'enseignant présent, mais qui lui permet de s'auto-évaluer. Est-ce que c'est pertinent comme modalité Oui, bien sûr. Ça fait partie du guidage métacognitif. Et nous, on est en train d'expérimenter avec des étudiants en médecine, mais moi, je pense que ça dépend pas tellement de l'âge, en fait, des élèves quand on est sur des processus cognitifs. On est en train d'expérimenter aussi le fait d'insérer des pauses dans les vidéos et en fait d'avoir des consignes, par exemple un questionnement qui est inséré au moment d'une pause.
Donc, c'est d'autant plus pertinent que le questionnement est bien pensé en fonction des obstacles qui pourraient être repérés en amont par l'enseignant. C'est ça l'idée. Et finalement, ce qu'on fait très, très naturellement, j'allais dire, c'est stupide de dire naturellement, mais ce qui est le cœur de notre métier dans une tâche d'étude de documents, dans les tâches d'étude d'un texte, d'un graphique ou d'un ensemble de données, en sciences, dans une vidéo, ça pourrait être la même chose, hein, puisque la vidéo n'est qu'un média. Ce qui compte, c'est les connaissances qui sont dedans et comment on organise l'activité des élèves pour qu'ils s'approprient, pour qu'ils élaborent les connaissances correspondantes. Alors, une autre question, toujours autour des vidéos. Donc, tu as évoqué le fait qu'il fallait quand même être un peu solide pour produire des vidéos de qualité. Donc là, on se plaçait du côté des enseignants, mais notamment avec cette nouvelle épreuve du grand oral au baccalauréat. De plus en plus d'enseignants aussi proposent aux élèves de produire soit des podcasts, soit justement des petites capsules vidéo. Et finalement, est-ce que la production par les élèves de tels supports multimédia va favoriser, à ton avis, le développement de leurs compétences orales, puisque l'objectif, c'est quand même de développer ces compétences-là? En tout cas, alors je connais pas ce sujet spécifique et sans doute que c'est assez nouveau. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait, on le voit bien avec la version plus ancienne qui était le diaporama, hein, mais c'est que en fait, travailler sur l'oral avec la contrainte de concevoir un support pour la présentation orale, ça peut bien entendu donner n'importe quoi. Hein. On ne comprend pas que l'élaboration d'un support pour le discours oral, c'est quelque chose. Mais dès qu'on arrive à rentrer dans la problématique de la complémentarité entre ce que je dis et ce que je montre pour être compris, alors on peut effectivement déclencher chez les élèves un questionnement profond, sérieux, méticuleux. Mais tout ça, ça doit être extrêmement guidé, encadré. Ça ne s'improvise pas. Je crois que tous les enseignants, quel que soit le niveau où on enseigne, savent très bien que les premiers supports faits spontanément par les élèves sans guidage sont très majoritairement de mauvaise qualité et que s'il n'y a pas un guidage de cette activité de conception, il est bien rare que les élèves découvrent par eux-mêmes comment se questionner pour construire cette relation complémentaire entre ce qu'on dit et ce qu'on montre. Mais là, on peut se l'appliquer à nous-mêmes. Hein. Pour les gens qui sont aussi vieux que moi, les premiers diaporamas qu'on a fait étaient abjects et la situation n'a pas duré quelques semaines, ça a duré quelques années. Les premières vidéos qu'on a fait étaient à se taper la tête contre les murs et ça n'a pas duré quelques semaines, ça a duré quelques années, etc., etc. Alors c'est très bien André, parce que là c'est la transition pour la question suivante. Donc une collègue fait remarquer les effets positifs et finalement ça traite de la vidéo. À mon avis, c'est cohérent avec le contexte hein, et la situation dans laquelle on est actuellement, que toutes ces questions portent sur la vidéo. Donc il y a des effets positifs sur l'acquisition de procédures motrices, mais la question que pose la collègue, c'est finalement, est-ce que c'est aussi intéressant pour la formation des adultes? Et parallèlement, il y a des questions sur justement tous les outils de cours en ligne, type Shamilo, Moodle, MOOC et autres. Alors, il y a en formation d'adultes, par exemple, c'est le premier exemple qui me saute à l'esprit, c'est les vidéos en formation d'adultes dans le cadre de l'autoscopie. Donc, hein, c'est filmer un professionnel ou se filmer. Et là, c'est une fonction complètement différente de la vidéo. Et là, il y a une littérature là aussi pléthorique sur l'utilisation des vidéos dans cette fonction-là, qui montre encore une fois que ça ne s'improvise pas, que c'est un travail extrêmement encadré, mais qui produit des effets
très, très positif. Moi, j'étais un jury de thèse très récemment qui a investigué l'utilisation de la vidéo pour sauvegarder des compétences professionnelles en contexte industriel, par exemple, sur des métiers rares. C'est absolument fabuleux. Et même l'utilisation des vidéos pour transmettre des connaissances quand dans une entreprise, vous avez qu'une ou un spécialiste de tel truc et qui est peu disponible, la vidéo avec des pauses et des commentaires fournit des services extrêmement importants. Et l'idée, c'est ça, c'est plutôt j'allais dire, c'est encore très très banal ce que je vais dire, mais c'est que la vidéo, c'est comme le reste. Ce qui est important, c'est pas tellement le support, mais c'est les questions qu'on se pose au moment où on la conçoit. C'est pour qui, pour apprendre quoi, c'est quoi cette connaissance, quelle tâche d'apprentissage on va proposer, et ensuite, voilà, la vidéo est le support de quoi au service de cette tâche et de cet apprentissage. Et juste... Ah, pardon, vas-y Sabine. Donc pour compléter, pour aller un petit peu plus loin, parce qu'il y avait une question autour des pratiques des jeunes sur les réseaux sociaux et la consommation qu'ils peuvent faire de ces vidéos. Justement, est-ce que ces pratiques-là doivent être prises en compte par les concepteurs que vont être les enseignants, par exemple sur le temps, la durée, sur le format, etc. Et on le voit avec tous les médias classiques qui se retrouvent maintenant sur Instagram, sur Snapchat, etc. et qui ont vraiment adapté leur contenu informatif pour toucher les jeunes. Donc finalement, est-ce que les enseignants, les formateurs doivent aussi tenir compte de ces habitudes? Alors, merci pour cette question et merci pour la façon dont tu la formules. Hein. C'est-à-dire, on est bien dans le domaine des habitudes. Et les habitudes, ici, c'est des habitudes sociales. Hein. C'est-à-dire, c'est parce que j'appartiens à un groupe social et que dans ce groupe social, on a l'habitude de faire ça comme ça. C'est même une bonne définition de la culture. Hein. C'est quand à l'intérieur d'un groupe, les gens partagent la façon de faire les choses. Voilà. Et juste de dire, attention, ça, c'est une pratique sociale. Savoir si, par exemple, l'effet de la sollicitation de l'attention ou l'effet de l'épuisement de l'attention fait que les élèves d'aujourd'hui ne sont pas capables d'être attentifs pendant plus de 5 minutes pour regarder une vidéo, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, c'est extrêmement difficile dans les études sur l'épuisement de l'attention, par exemple, d'obtenir le moindre résultat stable dans ce domaine-là. Par contre, dans les pratiques sociales, oui, il y a des pratiques sociales. Après, comme je crois beaucoup de monde le sait, il y a toujours une petite dimension, hein, puisque l'adolescence à l'occidental, ça a été inventé dans les années 50, hein, avec le rock'n'roll et tout ça. Et en gros, il y a aussi beaucoup le fait que des pratiques sociales d'adolescence prennent leur sens dans le fait qu'elles nous embêtent un peu à nous, les adultes. Et si nous, les adultes, on se met à trop assimiler et comprendre ces pratiques sociales, du coup, il va falloir qu'ils en mettent en place d'autres, puisque la fonction de ces pratiques sociales, c'est un peu d'avoir une certaine opacité, de permettre à ce groupe de se constituer et comme différent du nôtre. Mais oui, après, ces précautions oratoires ayant été prises, après, oui, bien entendu, moi je suis plus spécialiste d'un autre domaine qui est celui de la recherche d'information. On a bien entendu un très grand intérêt, comme en sciences, à savoir quelles sont les connaissances des élèves et quelles sont les pratiques des élèves à propos de l'objet qu'on doit enseigner. Oui, bien entendu. On perd jamais son temps quand on fait ça. Et il y avait une question qui était quasiment le revers de cette médaille, et finalement, il y a des études qui montrent de façon assez précise quel type de migration il y a entre les pratiques habituelles sociales et ce qui se passe au niveau scolaire, justement, dans les apprentissages. Ouais. Et c'est un domaine qui produit toujours désespérément le même résultat décevant, qui est que si, de notre côté, hein, c'est-à-dire nous, professeurs, prenant en compte les connaissances préalables des élèves et les pratiques préalables des élèves, on peut concevoir un enseignement qui est plus efficace, qui va s'enclencher plus rapidement. La réciproque n'est pas vraie.
C'est pas parce qu'on enseigne quelque chose qui pourrait être réinvesti dans des pratiques sociales ou dans des pratiques quotidiennes des élèves que ça fonctionne. Là encore, les enseignants de sciences savent ça depuis très longtemps. Nous, dans une thèse, nous, on avait investigué ça sur en compétences documentaires, hein, sur vérifier vos sources. Et on avait vu dans une étude que les élèves, par exemple sur Wikipédia, sont très bons pour vérifier les sources sur Wikipédia dans le cadre d'une tâche scolaire. Mais quand ils recherchent de l'information sur un joueur de foot ou un artiste musical, à titre privé, tout d'un coup, cette compétence de vérifier vos sources disparaît. Mais ça, c'est malheureusement, vous savez que c'est le paradoxe de l'école. Hein. Si l'école n'existait pas, bien entendu, la société, l'effet sur la société serait absolument dévastateur. C'est à l'école qu'on construit la citoyenneté, c'est à l'école qu'on construit la possibilité de vivre ensemble dans des sociétés complexes, mais quand on mesure précisément des effets de transfert de compétences vers la vie quotidienne, on obtient toujours ces effets un petit peu décevants. Merci. Alors, il y a évidemment des tas d'autres questions, mais on a fait une petite pause là après cette première partie qui était évidemment riche puisque elle a contribué à beaucoup de questions dans le chat. Mais on vous propose donc de poursuivre et on reviendra sur ces questions-là à la fin de la conférence si nous en avons le temps. Voilà. Donc on va laisser André poursuivre. Je vais poursuivre. Juste, j'avais prévu de ne pas regarder le chat, mais j'ai vu qu'il y avait un copain à moi qui a posé une question qui s'appelle Mohamed Robert, qui a demandé est-ce qu'il y a aussi des effets selon les disciplines? Et oui, donc dans la référence que je donnerai à la fin, au CNESCO, on a produit un ensemble de rapports sur les apports spécifiques du numérique en fonction des disciplines scolaires, ce qui est une autre entrée, mais qui produit à peu près le même type de résultats. Donc, alors maintenant, on va parler de innovations entre guillemets, hein, donc la pédagogie par projet. Je suis pas sûr que ce soit une idée nouvelle chez les historiens. On cite souvent, d'ailleurs, le cas des compagnons des compagnons du devoir. C'est à Paris, à l'Académie royale d'architecture, qu'on trouve sans doute une des premières formes les plus abouties de la pédagogie de projet, et puis ça va se développer de façon très très forte à partir de la fin du 19e siècle, comme vous le savez, et tout au long du 20e siècle. Celui qui, au niveau international, est souvent évoqué comme étant l'auteur majeur de la pédagogie par projet est lui-même extrêmement prudent avec cette notion de pédagogie par projet. Et puis, elle va se développer et prendre un véritable envol à partir des années 1970 dans les universités, notamment dans les domaines technologiques et en ingénierie, et ensuite dans le second degré pour se répandre un petit peu partout. Quand on regarde la littérature sur la pédagogie par projet, on est surtout marqué par le manque de recherche rigoureuse. Ici, rigoureuse étant entendu dans le sens expérimental. Bien entendu, il y a plein d'autres façons de faire des recherches rigoureuses. Ici, je parle par rapport au sujet que je traite. Par exemple, des collègues finlandais ont publié une revue de la littérature en 2006. Vous imaginez, en 2006, alors que la pédagogie par projet se développe pendant tout le XXe siècle. Ils trouvent donc au début des années 2000 à peine 28 articles et deux types dont ils pensent qu'ils sont exploitables. Et quand on lit en détail leur revue de la littérature, en réalité, il y a peut-être entre 2 et 5 articles dans lesquels on a une véritable tentative de contrôler un petit peu les choses et de mesurer un petit peu l'apport de la pédagogie par projet
aux apprentissages. Ça, c'était en 2006, donc il y a une quinzaine d'années, et aujourd'hui, on ne trouve pas beaucoup plus de littérature sur ce sujet-là. Donc, c'est cette espèce de paradoxe de la pédagogie par projet qui donne lieu à énormément de travail en classe, du premier degré à l'université, énormément de pratiques, mais très très peu de recherche de type évaluative qui essaye de mesurer une plus-value, sans compter que, comme le disent les auteurs, c'est pas toujours très clair de savoir si la pédagogie par projet est un moyen d'apprendre des connaissances ou si la pédagogie par projet est un but en soi pour apprendre à conduire des projets. Il y a Margarida Romero qui, dans sa thèse, avait fait une revue de la littérature sur les difficultés rencontrées par les élèves dans la pédagogie par projet, notamment en ligne, donc dans le cadre d'un apprentissage à distance. Elle avait identifié les principales difficultés des élèves dans la pédagogie par projet à distance. Et elle avait aussi identifié cette espèce de paradoxe qui est que si on a du mal à mesurer un effet positif de la pédagogie par projet au niveau de l'apprentissage de connaissances, subjectivement, l'expérience des élèves et puis après des étudiants dans l'enseignement supérieur est extrêmement positive, positive, voire très positive, alors que la même littérature souligne les difficultés concrètes qu'il y a à travailler ensemble quand on conduit un projet, et encore plus quand on doit conduire ce projet à distance. Ici, j'aurais pu vous donner un exemple. Moi, je ne sais pas si c'est le moment de détailler ça, mais c'est sans doute c'est la même équipe finlandaise qui a rédigé la revue de la littérature en 2006, sans doute une des études les plus intéressantes et les plus rigoureuses d'une évaluation de la pédagogie par projet, où donc dans le cadre des études, on est vraiment dans l'enseignement supérieur. Les collègues ont essayé vraiment de comparer deux groupes d'étudiants, certains qui apprenaient dans le cadre d'une pédagogie par projet et d'autres d'une pédagogie sans ces projets. En conclusion, la pédagogie par projet, c'est très difficile à évaluer, surtout parce que ça a fait l'objet de très peu de recherches. Je ne sais pas trop pourquoi ça a fait l'objet de très peu de recherches, peut-être parce que c'est difficile, tout simplement, dans ce domaine, de faire des recherches. Les quelques résultats sur lesquels on peut se baser aujourd'hui en admettant qu'ils sont incomplets, c'est clairement un engagement des élèves, puis plus tard des étudiants, des perceptions a posteriori très positives, alors que pendant le projet, c'est pas toujours le cas. C'est souvent très exigeant. Il y a des difficultés importantes qui peuvent être rencontrées. C'est à l'heure actuelle impossible de savoir si ces activités permettent de meilleurs apprentissages. Et encore une fois, dans certains cas, on a l'impression que le projet est surtout proposé aux élèves, plus tard aux étudiants, pour qu'ils apprennent à mettre en œuvre des projets, pas tellement pour apprendre des connaissances. Alors bien entendu, moi, ça ne m'empêche pas de faire la pédagogie et beaucoup de pédagogie par projet avec mes étudiants, mais on ne peut pas dire que dans ce domaine, on se base sur des résultats de recherche pour défendre cette façon d'enseigner. Sur l'approche par compétence, je ne sais pas si c'est un effet de mode ou si c'est un véritable apport. C'est en tout cas sûrement pas une idée nouvelle, en tout cas prise à un certain niveau. Il faut quand même dire que l'approche par compétence, c'est vu que l'opposition entre skill, savoir-faire,
Et competency en anglais ne correspond pas à l'opposition que nous faisons entre approche centrée sur les savoirs, les savoir-faire et approche centrée sur les compétences. Il faut bien dire que ce problème que nous avons, cet intérêt que nous avons pour l'approche par compétence n'est pas réellement une préoccupation internationale. Ça va se déclencher, en fait, surtout dans l'enseignement des langues à partir du cadre européen de référence de 2001. Et en fait, j'ai retrouvé, c'est tout simplement que un des rédacteurs de ce cadre européen est français et il a sans doute su introduire cette notion-là dans la communauté internationale à ce moment-là. Alors, là, quand on regarde les travaux là-dessus, je crois qu'une compétence, c'est à partir du moment où on est capable d'associer une connaissance, quelle qu'elle soit, et une tâche, la capacité de réaliser une tâche inédite ou pas, avec cette connaissance. Mais ce qui me perturbe quand je regarde la très faible littérature dans le domaine, c'est est-ce qu'on peut vraiment apprendre des connaissances sans tâche à réaliser? Il me semble rigoureusement impossible d'apprendre une connaissance sans réaliser une tâche et on peut pas greffer une connaissance dans la tête de quelqu'un. Donc, quand on apprend une connaissance, nécessairement, on réalise une tâche. Hein, c'est même la définition de l'apprentissage. Hein, c'est une modification du comportement ou d'une connaissance en fonction d'une expérience vécue par un individu. Paradoxalement, l'approche par compétence est souvent défendue en soulignant les difficultés de généralisation des connaissances, en disant mais si vous enseignez pas par compétence, les connaissances vont rester enfermées dans le contexte où vous avez enseigné cette connaissance. Mais bien entendu, l'approche par compétence en soi, à partir du moment où on définit une compétence comme une association entre une connaissance et une tâche, ne résout pas ce problème, où on va dire qu'elle modifie la façon de poser le problème, qui est quelles tâches, au pluriel, sont pertinentes quand j'enseigne telle connaissance. Autrement dit, quel est le domaine d'application, quel est le domaine de mobilisation de la connaissance. Et c'est aussi important de définir l'ensemble des tâches dans lesquelles la connaissance est pertinente que la connaissance elle-même. Si c'est ça l'approche par compétence, alors oui, bien entendu, c'est un très grand intérêt. C'est la reconnaissance que pour nous, enseignants, c'est aussi important de se centrer sur la définition et l'analyse de la connaissance qu'on enseigne que la définition et l'analyse de l'ensemble des tâches pour lesquelles cette connaissance est pertinente. Bon, voilà, je vais aller vite vers la fin. Je prends cet exemple souvent qui est que est-ce que vous maîtrisez l'accord du participe passé? Vous savez qu'on attribue à Voltaire cette citation. Et moi, je sais pas, voilà, est-ce que vous connaissez l'accord du participe passé en français? J'imagine que intuitivement, vous avez envie de répondre oui. Est-ce que si vous maîtrisez l'accord du participe passé, ça veut dire que vous êtes capable de mobiliser les règles d'accord du participe passé en français dans toutes les situations dans lesquelles vous produisez de la langue? Est-ce que ça, vous êtes vraiment sûr? Moi, une fois, je me rappelle, quand j'étais enfant, j'avais entendu le président de la République qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing qui avait dit les décisions que j'ai prises. Donc voilà, si quelqu'un qui est énarque arrive à faire des erreurs et président de la République va faire des erreurs d'accord du participe passé, c'est peut-être que, vous voyez, maîtriser la règle, ça veut trop rien dire en fait. Hein. C'est toujours la connaissance et les tâches dans lesquelles on la mobilise. Et quelqu'un finalement qui maîtriserait tellement une connaissance que, quelles que soient les tâches, il est capable de la mettre en œuvre. Je ne sais pas si des personnes comme ça existe. Hein. Donc, je crois que la tâche et la connaissance sont absolument indissociables.
et que si l'approche par compétence, c'est finalement la prise de conscience du caractère indissociable de la tâche et de la connaissance, alors vive l'approche par compétence parce qu'elle a mis au cœur de notre métier ce couple indissociable. Voilà, je vais peut-être, je sais pas, il est midi moins 5, est-ce qu'on prend des questions maintenant? Ouais. Oui, André. Donc, on va effectivement faire une pause beaucoup plus courte de questions. Simplement une question autour des projets et une question autour des compétences pour te laisser le temps de terminer. Alors, autour des projets, donc on a bien entendu là qu'il y avait effectivement peu de recherches qui avaient été faites. Donc, voilà, il y a quand même beaucoup de questionnements alors que on voit des projets dans tous les établissements. Et la question qui est posée ici, là, c'est finalement ces projets pédagogiques souvent sont très ambitieux, sont souvent finalement menés à côté de la classe, c'est-à-dire qu'il y a un enseignement un peu plus classique qui se passe en classe, un enseignement avec du projet à côté, donc des compétences qui sont finalement développées d'un côté et de l'autre, mais est-ce que c'est pas le fait qu'il y ait cette séparation très claire avec des compétences qui sont développées de manière peut-être trop implicite au niveau du projet qui empêche ces pédagogies de projet de prendre davantage de sens dans l'enseignement? En fait, c'était la question. Oui. En tout cas, dans les quelques recherches un petit peu cadrées qu'on voit, y compris celles que j'ai citées, la plupart du temps, ce qu'on voit, en fait, c'est des scénarios différents. En fait, c'est des scénarios complètement intégrés, en fait. C'est que l'enseignement plus, je sais pas, du type expositif ou par la pratique ou est complètement couplé avec le projet qui, en quelque sorte, est là pour donner du sens à ce qui a été appris ou pour ouvrir à la nécessité d'apprendre des connaissances d'une façon plus expositive ou par la pratique, etc. Et donc, c'est souvent vraiment le côté très, très, très couplé entre les deux qui émerge, en tout cas dans ce que j'ai pu lire, mais qui, encore une fois, je souligne, me semble infiniment plus pauvre que ce qu'on observe quand on va dans les classes. J'ai quand même passé 25 ans de ma vie à aller dans des classes, donc Alors André, concernant justement les compétences, une question générale, mais que je trouve assez percutante. Finalement, les élèves acquièrent des compétences dans le cadre scolaire, et notre collègue s'interroge sur finalement ce qui permet à ces compétences de persister chez l'individu et de ne pas exister uniquement dans le cadre scolaire. C'est vraiment c'est une bonne question parce que du coup, si on dit enseigner, c'est pas se centrer sur les connaissances, c'est se centrer autant sur les connaissances que sur les tâches. D'une part, parce que j'ai besoin des tâches pour enseigner. On ne peut pas enseigner quand les élèves ne font rien. Et d'autre part, parce que les tâches, c'est ce qui va permettre de mettre en œuvre les connaissances. Du coup, effectivement, au moment où on réfléchit à son enseignement, au moment où on définit les objectifs de notre enseignement, les tâches font partie des objectifs et sont aussi les moyens d'enseigner. Et là, ça vaut le coup, effectivement, de réfléchir. Il y a sans doute un des cadres les plus sérieux et importants en ingénierie pédagogique au niveau international, c'est le cadre 4CID de Van Mierenboer et Kirchner, de collègues néerlandais. Et dans le cadre 4CID, ils disent, voilà, concevoir un enseignement, c'est réfléchir aux tâches comme moyen d'enseigner et aux tâches comme destination de l'enseignement. Vous voyez, et donc, on a une boucle comme ça, et ils disent, finalement, il y a plein de situations où la question à se poser, c'est quelle tâche de la vie quotidienne ou en formation professionnelle, quelle tâche de l'enseignement peut me servir comme situation d'entrée pour montrer à quel point la connaissance qu'on va apprendre est importante, mais comme situation de sortie, pour dire, finalement, mon enseignement, il est réussi quand j'ai réussi à identifier un ensemble représentatif de tâches qui sont des tâches de mobilisation possible de cette connaissance. Je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, dans 4CID, je trouve ça très, très clair.
Très Merci. bien. Eh bien, écoute, André, on te rend la parole justement pour que tu D'accord. puisses aller jusqu'au bout de ton propos. Il nous reste un quart d'heure avant la fin Même de D'accord. quand même l'émission. une question intéressante, donc juste je l'évoque, D'accord. comme ça tu pourras peut-être Mhm. y répondre dans la conclusion par rapport à la pertinence de finalement impliquer l'élève dans le choix du projet proposé pour vraiment le motiver et pour permettre un développement de compétences plus solide. Voilà, on Oui, te laisse oui, 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 oui. Mais ça, poursuivre. non, mais c'est une question qui est très bonne. C'est que pour moi, pour moi, c'est la différence entre la pédagogie par projet et la pédagogie par problème. Dans la pédagogie par problème, c'est l'enseignant qui définit le problème et c'est à l'élève d'essayer de mobiliser ses connaissances pour faire face à une situation inédite. Hein, c'est ça un problème, hein, c'est quand je ne sais pas faire la tâche. Et un projet, c'est quand l'élève participe à la définition de l'objectif. Hein, pour moi, c'est la différence. Hein. Sinon, c'est la même chose, pédagogie par problème. Donc, on pourrait dire que la pédagogie par projet, c'est à partir du moment où on s'adresse à des problèmes mal définis, tellement mal définis que l'élève doit participer à la définition. Merci. Alors, pour finir sur les apports du numérique sur ces deux, comme il y a peu de littérature sur la pédagogie par projet et les compétences, il y en a encore moins sur pédagogie par projet, par compétences et numérique. Pourtant, quand on regarde la littérature, bien entendu, on voit un petit peu. Par exemple, j'ai lu quelques papiers très intéressants sur la pédagogie par projet en éducation musicale, avec des projets de création musicale assistée par ordinateur, bien entendu dans les disciplines technologiques, avec des projets de conception d'objets techniques, bien entendu en art plastique, avec la création d'une œuvre picturale, etc. Donc, on manque pas d'exemples, mais c'est juste le nombre de publications qui est finalement peu important. Je crois, c'est à Marseille hein, que Perrine Martin est sans doute un des auteurs les plus intéressants dans le domaine et qui a produit véritablement les études les plus rigoureuses sur ces sujets-là, montre que, contrairement à ce qu'on imagine, c'est tout à fait possible de faire des études dans le domaine et de mettre en œuvre des études comparatives pour évaluer l'effet, les apports du numérique ou l'absence d'apport du numérique sur des questions comme ça. Hein. Donc, autrement dit, la faiblesse des publications dans le domaine serait sans doute beaucoup plus due au désintérêt des chercheurs pour ce domaine-là qu'à l'impossibilité de faire des travaux dans ce domaine-là. Par exemple, les travaux sur la tablette montrent que c'est tout à fait possible, dans le cadre de ce type de pédagogie, d'utiliser un outil numérique pour faire créer aux élèves des objets. Donc voilà, je vous renvoie aux travaux de Perrine Martin et de son équipe qui me semblent bien montrer des exemples du fait que ces questions de pédagogie par projet et numérique sont tout à fait abordables par des chercheurs. C'est juste que le nombre de publications dans ce domaine est un peu faible. Voilà, donc je vais conclure rapidement pour qu'on ait encore le temps de discuter. Ce que j'ai essayé dans la présentation, c'est d'abord de vous dire que la littérature sur le numérique dans l'enseignement est absolument pléthorique. Aujourd'hui, c'est bien plusieurs centaines de milliers de publications sur le sujet qu'on dénombre et j'ai personnellement repéré et analysé 55 méta-analyses sur le sujet, chaque méta-analyse portant sur plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de publications. Généralement, les résultats de ces méta-analyses, comme je vous l'ai dit, produisent des effets positifs, mais modestes, avec une très grande variabilité dans la taille de ces effets. J'ai aussi essayé de vous montrer que certaines fonctions pédagogiques bénéficient fortement du numérique en moyenne, d'autres non, d'autres on ne sait pas encore. J'ai essayé de vous dire aussi que
au-delà des outils numériques, ce qui compte le plus, c'est la façon dont on conçoit ces outils numériques et la façon dont ces outils numériques viennent au service de la pédagogie, de l'enseignement et non l'inverse. Sur l'approche par compétence et la pédagogie par projet, avec ou sans outils numériques, j'ai l'impression que les pratiques dans les classes sont beaucoup plus développées que les recherches, et les travaux des collègues marseillais montrent que c'est pas du tout que ces recherches soient impossibles à faire, c'est juste qu'elles sont beaucoup moins nombreuses que d'autres recherches. Voilà donc un résumé de mon propos. Et donc, je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à regarder cette publication du CNESCO sur laquelle je me suis basé pour préparer cette présentation, et puis une présentation un peu plus générale avec un scope plus large sur l'apprentissage avec le numérique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, André. Ouais. Tu vois, on le fait en duo, là. Revenir non, mais je t'en prie, sur les questions aussi du début, mais là c'était pour compléter une question, pour compléter juste ce qui vient d'être dit. Donc outre finalement les résultats de recherche de Perrine Martin qui a vraiment travaillé sur ces questions-là, est-ce qu'il y aurait des ressources que tu pourrais conseiller aux enseignants pour arriver justement à faire et à proposer une pédagogie de projet de manière intégrés dans leur classe sans avoir l'impression de ne pas pouvoir enseigner le programme, puisqu'il y a quand même cette question souvent du programme et de la lourdeur des programmes qui est mise en avant par les enseignants pour expliquer que c'est trop chronophage et que finalement ça ne sert pas directement l'enseignement et le développement des compétences des élèves. Alors, en fait, de la littérature pédagogique sur la pédagogie par projet, on en trouve beaucoup. Hein. En fait, des livres plus d'ingénierie pédagogique dans lesquels on vous explique comment concevoir un projet, comment faire pour que ce projet soit véritablement au service des apprentissages, etc. Il en existe. Hein. Donc, il y a de la littérature là-dessus. Il suffit de taper pédagogie par projet, on trouvera des livres. Et voilà, le truc qui est délicat, c'est toujours que dans ces livres-là, en tout cas, moi, comme chercheur, je suis un peu frustré parce que finalement, c'est des collègues comme vous et moi qui sont profs, qui sont formateurs et qui pratiquent la pédagogie par projet et qui, au bout d'un moment, écrivent des livres pour dire, voilà un peu comment je fais, ou on a discuté avec des collègues et puis on a convergé vers ça. Et ce qui est bien entendu une littérature très intéressante, mais dans laquelle moi je peux pas aller chercher des résultats de recherche. Mais oui, il y a vraiment de la bonne littérature pédagogique, de la littérature professionnelle sur la pédagogie par projet, avec parfois des choses qui sont très fines. Mais comment dire? Personnellement, ce que j'ai cru comprendre, c'est que la pédagogie par projet, c'est surtout un magnifique moyen au niveau de l'engagement des élèves. C'est-à-dire que ce n'est pas en soi quelque chose qu'on fait pour mieux enseigner que si on n'enseigne pas par projet. C'est quelque chose qui est beaucoup plus on a manifestement besoin, avec les élèves machin bidule, dans telle discipline, à tel moment de la scolarité, de donner un sens aux apprentissages qui va se réaliser à travers un projet. Hein. Donc, je ne sais pas si j'arrive à le dire, c'est pas en soi une technique d'enseignement, c'est une technique d'engagement, beaucoup plus. Si j'ai compris ce que j'ai lu sur le sujet. Et tu penses que c'est ce qui pourrait expliquer justement le défaut d'analyse de ce type de pédagogie en tant que telle? Je sais pas. Moi, je soupçonne, mais je vais être de mauvaise foi peut-être, et je vais dire du mal des collègues qui font le même métier que moi. C'est peut-être que tout simplement, c'est coûteux de faire de la recherche là-dessus.
C'est si tu fais une recherche sur la pédagogie par projet, il y a des mois et des mois de travail pour commencer à récolter des moindres données. Et puis, on va te dire, oui, mais alors, est-ce que tu as bien contrôlé? Voilà, donc c'est possible de faire, mais c'est juste un type de recherche qui est, je crois, particulièrement exigeant et chronophage, et c'est très dommage. Enfin, je trouve que si je compare à un autre domaine que là que je connais bien, qui est la pédagogie par problème dans l'enseignement de la médecine. Voilà, en pédagogie médicale, la littérature empirique sur la pédagogie par problème, c'est des milliers d'articles que tu trouves. Et ça a permis d'asseoir la pédagogie par problème dans les études médicales de façon très solide. Et la réforme actuelle des études médicales, elle se base là-dessus. Donc voilà, hein, je crois qu'il faut surtout pas renoncer à aller travailler dans ces domaines-là parce qu'ils sont importants. Donc là, pour compléter un petit peu, il y avait une question qui vient d'arriver sur finalement, ce qui serait intéressant, c'est d'articuler l'approche par compétence et la pédagogie par projet. Est-ce que c'est ça qui serait pertinent? Oui, parce que je trouve l'approche par compétence, encore une fois, c'est rendre les tâches légitimes comme moyen d'enseigner et comme but de l'enseignement. Et du coup, voilà, en tout cas, chez ces deux collègues néerlandais, je trouve ça vraiment limpide. Et d'ailleurs, le fait qu'ils soient impliqués beaucoup en pédagogie médicale pour au moins un des deux, enfin, c'est ça, c'est de dire finalement comment est-ce que je vais engager mes élèves dans de l'apprentissage de connaissances qui va leur permettre de réaliser un ensemble de tâches qui sont représentatives de situations de la vie quotidienne ou de situations professionnelles qui ont du sens pour eux. Oui, bien sûr. Et du coup, André, une question sur justement l'évaluation de la pédagogie par projet. Est-ce que tu pourrais donner quelques conseils là-dessus pour guider l'enseignant justement dans l'évaluation de la démarche qu'il met en œuvre auprès de ses élèves? L'idée, c'est que les grandes critiques qui sont faites dans la littérature sur la pédagogie par projet, c'est que la plupart du temps, on demande aux élèves s'ils sont contents et ils répondent oui. Et l'idée, c'est que, voilà, malheureusement, dans le domaine de l'enseignement, on sait que la corrélation entre la satisfaction des élèves et les progrès des élèves est égale exactement à 0. Hein. Donc, il n'y a absolument aucune corrélation entre la satisfaction des élèves et les progrès des élèves. Donc, nous, notre métier, c'est de faire progresser les élèves dans l'acquisition de connaissances. Donc, c'est pas le but de l'enseignement de faire que les élèves soient satisfaits. La satisfaction, c'est juste un moyen parmi d'autres d'enseigner. Donc, voilà. Ceci étant dit, ça veut dire que à partir du moment où on enseigne, on doit pouvoir définir des objectifs en termes de connaissances ou en termes de réalisation de tâches, en disant voilà, j'ai enseigné ça dans le cadre d'un projet. Est-ce qu'à la fin de ce projet, les élèves sont capables de réaliser telle ou telle tâche ou de mettre en œuvre telle et telle connaissance. Et c'est tout le problème de ne pas, comment dire, de ne pas s'arrêter au produit du projet comme l'alpha et l'oméga de toute l'évaluation. Parce que là, on rentre dans un raisonnement circulaire qui fait que on ne sait plus si on évalue l'objectif de l'enseignement, qui est la connaissance, ou si on évalue l'objet qui a été réalisé par les élèves. Et parfois, c'est des choses très simples, hein, comme par exemple la capacité pour les élèves de verbaliser autour de ça ou de remobiliser telle connaissance dans un autre contexte. Bien, merci. Alors, on arrive vraiment quasiment au terme. Donc, une dernière question qui va nous permettre de reprendre un petit peu et de pouvoir conclure, puisque tu as parlé finalement avec la pédagogie de projet de techniques d'engagement, mais aussi on a parlé d'apprentissage de compétences et aussi de réalisation de tâches. Et finalement, si tu devais conclure en revenant sur l'intitulé de cette conférence, voilà, utiliser la pédagogie de projet en incluant plus ou moins, et en tout cas en ayant réfléchi à l'utilisation du numérique dans ces temps-là,
Est-ce que c'est bien pour engager les élèves, mais aussi pour les faire apprendre, et tout ça en réalisant des tâches? Enfin, si tu pouvais proposer ouais. Et peut-être juste, c'est enfin, je vais utiliser ta question pour revenir sur la notion d'engagement. Hein. L'engagement des élèves, c'est pas uniquement s'engager dans la tâche, hein, de dire bon, je participe à l'activité, mais j'entendais le mot engagement aussi au sens d'engagement cognitif, hein, c'est-à-dire c'est des activités dans lesquelles on se pose des questions plus profondes, on se pose des questions qu'on s'était jamais posées, on est obligé de générer des hypothèses possibles, etc. C'est l'engagement dans ce sens-là aussi qui est très intéressant avec ces activités-là. C'est cet engagement cognitif qui me semble facile à opposer à un apprentissage passif et encore une fois, qui n'a rien à voir avec l'activité physique des élèves, mais bien avec l'activité cognitive des élèves. Et donc, ces approches-là, si elles sont au service d'un plus grand engagement, au sens je rentre dans la tâche, mais aussi d'un engagement cognitif, c'est-à-dire ce sont des activités qui me permettent de poser plus de questions, oui, ça va. Après, peut-être aussi une dernière chose, c'est que la littérature dans ce domaine me rappelle beaucoup la littérature qui est beaucoup plus solide sur la démarche d'investigation en sciences, où aujourd'hui, je crois que les résultats sont clairs. C'est quand on cherche un effet positif de la démarche d'investigation comparé à d'autres manières d'enseigner les sciences, on ne trouve rien. Il n'y a pas d'effet positif de la démarche d'investigation. Par contre, quand on regarde de façon détaillée, on le voit tout de suite. C'est une démarche d'investigation qui n'est pas confondue avec laisser les élèves en autonomie se débrouiller tout seuls, c'est-à-dire une démarche d'investigation qui est véritablement enseignée, dans laquelle les élèves sont guidés dans la démarche d'investigation. C'est sans doute, en tout cas dans les résultats dont on dispose aujourd'hui, une très bonne façon d'enseigner les sciences et une façon très efficace. Si en revanche, la démarche d'investigation, c'est je pose un problème aux élèves et puis après, ils se débrouillent, ben alors c'est une façon inefficace d'enseigner les sciences. Donc, ça, encore une fois, hein, le fait de ne pas confondre, que ce soit la démarche d'investigation, la pédagogie par projet, etc., le fait qu'on cherche à augmenter l'engagement des élèves dans des activités riches et le fait de les laisser se débrouiller, on peut avoir un enseignement très guidé, très encadré, avec une démarche de projet, avec les apprentissages coopératifs, avec la démarche d'investigation, avec tout autre. Donc, c'est de bien comprendre que les pédagogies dont on parle et le guidage, ce sont bien deux dimensions orthogonales. Hein. Je vous invite à lire les dernières synthèses là, sur la démarche d'investigation qui sont passionnantes de ce point de vue-là. Merci. Et ça fera sans doute l'objet d'une nouvelle invitation. Malheureusement au terme du temps qui était imparti, mais on le note évidemment et on t'invitera sans doute à nouveau pour nous parler de cette démarche d'investigation qui effectivement mériterait d'être un petit peu creusée. Merci beaucoup André pour ce temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Juste une petite chose, je dis à tous les participants que évidemment cette conférence est enregistrée et elle sera disponible. Donc ils pourront éventuellement s'y replonger. Merci. Donc pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve à 14h. Hein. Merci, au revoir. Merci, au revoir.